Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir à ce podcast consacré à un sujet essentiel, mais souvent mal compris, qui est la santé mentale chez les étudiants. Euh, Lorsqu'on est étudiant, on prépare l'avenir. On va dire que la vie étudiante est un moment charnière. On découvre notre autonomie, on prépare notre avenir, on veut réussir, on veut plaire. On s'oublie un petit peu dans tout ça. Et entre la pression des cours, les travaux à rendre, les attentes des parents, la vie sociale et parfois la solitude, il arrive qu'on se sente dépassé. Alors aujourd'hui, on va donc prendre un vrai temps pour en parler ensemble, sans tabou ni jugement, parce qu'au fond, la santé mentale, c'est parler de notre... Parce qu'au fond, parler de santé mentale, c'est parler de notre bien-être, de nos émotions et surtout de notre équilibre. Alors, c'est vrai qu'il est à noter que aujourd'hui, on devrait avoir des professionnels avec nous, mais faute de temps, on n'a pas, faute de temps et avec les emplois de temps chargés, on n'a pas pu en dégoter pour aujourd'hui. Mais ça ne rendra pas moins notre édition intéressante. Toutefois, nous sommes des étudiants, nous sommes aussi mieux indiqués pour pouvoir en parler. Sur ce fait, notre discussion s'articulera autour de trois grands thèmes. D'abord, comprendre ce qu'est la santé mentale. Ensuite, apprendre à reconnaître les signaux d'alerte et enfin, voir ce qu'on peut faire concrètement pour soi et pour les autres. Je vous remercie. C'est vrai que j'ai à ma présence ici Sophie Ariel Larue, Aymans Bey, Nelly Folefak et j'ai Urbain Léger Ndongo. Je vous dis bonsoir et je vous dis merci à vous d'être ici. Merci à vous d'être ici, prêts à échanger, à écouter et à changer aussi le regard qu'on porte sur la santé mentale. Alors, avant de parler de difficultés ou encore de signaux d'alerte, il faudrait qu'on commence par la base. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne santé mentale quand on est étudiant? Pour vous, qu'est-ce que ça signifie la santé mentale dans le contexte étudiant? Ayman, je ne sais pas si tu pourrais nous éclairer un peu. Oui, bien sûr, merci pour cette introduction. Bon, pour moi, la santé mentale dans le contexte d'étudiant, c'est avant tout trouver un équilibre émotionnel malgré toutes les pressions. Ça veut dire, surtout pour les étrangers qui vivent, les nouveaux arrivants au Canada, c'est une nouvelle expérience, c'est de nouvelles règles, tout est nouveau. Donc, être étudiant, c'est une période de transition. On apprend à bien sûr gérer le stress. En même temps, il faut rester motivé face aux difficultés et bien sûr devenir progressivement adulte. C'est le temps. Donc c'est aussi savoir de reconnaître comment dire, comment on ne va, reconnaître quand on a besoin de l'aide. Ça, c'est très important pour un étudiant et prendre soin de soi, ça commence par là. Donc, bien sûr, il faut toujours, en tant qu'étudiant, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de, comment dire, de structure quotidienne. Donc, il faut toujours avoir ces structures, bien manger et bien sûr faire du sport pour garder cet épanouissement psychologique. Donc, euh, donc, prendre soin de soi, c'est d'abord s'écouter et accepter qu'on puisse être fatigué, stressé, ou on peut être même dépassé par les études, et il faut pas culpabiliser. Donc, ça fait partie de la vie. Et aussi, il faut oser d'en parler à des amis ou bien à des proches. Et en fait, prendre soin de soi lors des études, c'est trouver son propre rythme.
C'est ça ce qui est important, c'est respecter ses limites et rappeler qu'on n'est pas là pour réussir que les études. Il y a beaucoup d'aspects dans la vie. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont études et travail, il y a des gens qui ont études et travail et famille, il y a des gens qui ont études, travail et famille. Ils sont des nouveaux arrivants dans un nouveau pays. Donc, il faut toujours avoir cette vision qu'on est là, on est humain et on ne peut pas tout faire. Donc, c'est ça pour moi la santé mentale dans le contexte d'étudiant. C'est ne pas vouloir tout faire et risquer de ne rien faire. Ah, d'accord, d'accord. Je comprends très bien. La santé mentale pour toi, c'est comme un équilibre émotionnel, la capacité de gérer le stress, rester motivé, interagir avec les autres et peut-être affronter ses défis. Et bien sûr, se préparer d'être un adulte. Parce que quand on Ah, est étudiant, on a plus de 18 ans, on a quitté le nid familial. Donc, c'est ça. En fait, ce bouleversement, c'est dû à comment dire, la découverte du monde adulte. Parce que tu es responsable et tes responsabilités viennent avec des conséquences. ah. Donc, Merci beaucoup, Ayman. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne la santé mentale, est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui est suffisamment abordé dans notre environnement scolaire? Est-ce que c'est un sujet qui est assez abordé même dans notre société? On va pas juste parler de l'environnement scolaire, mais on va parler de la société en général. Est-ce que c'est un sujet dont on parle vraiment pour les étudiants, on pense à eux, à leur bien-être mental? Est-ce que tu penses que ça l'est, Sophie? Pour être honnête, vraiment pas assez. On parle beaucoup quand on est à l'école de performer, d'avoir des bonnes notes, de réussir, mais très peu du bien-être en fait de soi-même. Il y a beaucoup de tabous et non qu'on dit pas beaucoup sur la santé mentale parce que je pense que les gens ne souhaitent pas y toucher parce que ça peut, ça peut être très difficile d'en parler. C'est un sujet très sensible. Mais moi, je pense qu'on devrait vraiment beaucoup en parler puisque une personne sur cinq au Canada va être eh bien, affectée par la maladie mentale, soit d'un proche ou soit c'est tout simplement lui qui va être affecté. Donc, oui, je pense qu'on devrait définitivement plus en parler et que c'est pas assez parlé dans le milieu scolaire. Ah, d'accord, merci beaucoup, Sophie. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de, c'est encore considéré comme tabou et il y a beaucoup de non-dits. C'est vrai, en tant qu'étudiant, on n'en parle pas assez. La santé mentale, c'est quelque chose qui est assez, qui est un peu comme un mythe, on va le dire, on va pas se mentir. D'accord, c'est vrai que sur ce point-là, je vais te rejoindre. Je suis comme, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais c'est quoi? On est étudiant et puis on n'a pas de bien-être. Étudiant et puis on t'est dépassé, t'es stressé, mais c'est comme une norme. Mais ça ne devrait pas l'être. Des gens pensent que être pas bien mentalement en tant qu'un étudiant ou bien en tant qu'une étudiante, c'est quelque chose de pas normal. Et c'est une chose qu'on doit essayer de briser à temps. Merci beaucoup, Sophie. Mais aussi, j'aimerais savoir, par exemple, euh, bon, c'est vrai on reconnaît qu'on va pas bien, c'est déjà un pas vers le bien-être, savoir reconnaître qu'on ne va pas bien, savoir qu'on est un peu chamboulé. C'est déjà un pas pour le bien-être au quotidien. Mais maintenant, on sait qu'on ne va pas bien. Mais comment le sait-on? Quels sont les signes chez vous ou chez vos amis que vous pouvez facilement observer ou bien que vous voyez ou percevez et vous dites, ah ça c'est un signe qui peut peut-être être un signe ou un symptôme de mal-être mental, un déséquilibre de la santé mentale chez un étudiant. Particulièrement, par exemple, pour ce point, je dirais peut-être que peut-être chacun d'entre vous pourrait peut-être me... Ou bien Urbain pourrait nous dire peut-être les signes
qui peuvent être être facilement détectables. Merci, Dame Mathinkam, pour cette question. Elle me semble très importante. Et surtout que quand on parle des signes, je dois avouer que ces signes-là sont tout autour de nous. On vit avec, mais c'est là, en fait, on n'arrive pas tout simplement à détecter. Nous avons ainsi plusieurs signes. On peut notamment énumérer l'isolement social. Quand on parle ici de l'isolement social, vous allez voir un étudiant, il est même dans la cité, il aura tendance à toujours se retirer, se retrouver seul. Il faut à tout prix que si vous n'allez pas vers lui, il ne viendra jamais vers vous. Il a même des difficultés, mais vous n'allez jamais ressentir. À côté de cela, on peut constater que la fatigue constante chez certaines personnes, il est fatigué. Vous allez voir un gars se lève en plein 7 heures. Vous voyez dans le bus, par exemple, il somnole en plein 7 heures. Pourtant, là, il vient d'un long sommeil de 8 heures de temps, mais en plein 7 heures, il somnole. Vous avez certaines personnes, il est au campus, mais n'a plus le goût du campus, c'est-à-dire le goût de la vie. Il perd l'intérêt à tout. Ça c'est aussi les symptômes qu'il faut pas négliger. Et également, nous avons aussi des symptômes comme les sauts d'humeur. Si vous voulez voir un gars, il arrive également, il ne pas trop de gars. Un étudiant, il arrive également au campus, il est assis, il ne dit mot, mais subitement, pic, il a des sauts d'humeur à tout moment. Il a des sauts d'humeur. Ça, c'est également des symptômes qu'il faut pas négliger. Derrière ça, euh, nous avons parfois, on se dit, on reste comme ça, on a même le goût, on n'a pas envie de manger. On n'a pas envie de manger, on se dit que bon, le fait de ne pas avoir envie de manger, c'est tout à fait normal, c'est rien. Non, ce sont des symptômes à ne pas négliger. Vous avez cet ensemble-là pris, ces éléments-là pris dans un ensemble ou pris individuellement, sont des symptômes à risque qu'il ne faut pas négliger pour diagnostiquer le problème de santé mentale chez un patient. Voilà pourquoi ce que je peux dire concernant votre question. Oui, si je veux ajouter quelque chose à ce que Urbain disait, ce sont des signaux importants et qu'il faut pas négliger. Mais il faut aussi stresser une chose, c'est que parfois ces signaux ils sont circonstanciels. Ça veut dire que on est dans la période des examens. Donc c'est normal qu'on se sente de telle ou telle manière. Donc parfois ces signaux ne sont pas assez extrêmes. Ils sont peut-être que parfois c'est juste une manière de notre corps de nous dire quelque chose, soit ralentir, soit prendre du recul, euh, soit changer quelque chose dans notre diet, soit changer nos habitudes de sommeil, etc. Donc ces signaux sont, comme Urbain a dit, ils sont très importants. Il faut bien sûr les surveiller, mais parfois ils ne sont pas aussi extrêmes. Ils sont que des messages, ou peut-être qu'ils sont que circonstanciels. Comme j'ai dit l'exemple de la période des examens, c'est normal qu'on aura un stress. Et dès que la période d'examen passe, on n'a plus ce stress. Donc, il faut savoir en tant qu'étudiant de distinguer ces choses. Parce que parfois, comme Urbain a dit, on se sent seul. On ne peut pas trouver quelqu'un avec qui parler, expliquer ces choses. Donc, il faut surveiller si c'est circonstanciel ou c'est quelque chose qui dure. D'accord, merci beaucoup. J'ai appris que il y a plusieurs signes des fois qu'on observe qui peuvent être, qu'on banalise souvent, hein, mais qui peuvent vraiment être des grands signaux de mal-être. Et parlons des circonstances, parlons de situations exactement. Quels sont les événements ou encore les situations qui peuvent nous mettre étudiants, qui peuvent nous mettre, nous étudiants, dans ce style d'état ou bien dans cet état de mal-être mental selon vous? Je sais pas, peut-être Nelly, si tu peux nous pousser un petit mot.
Bonsoir tout le monde, merci de me passer la parole. Alors moi, je peux dire que plusieurs facteurs peuvent affecter la santé mentale des étudiants. Et ce soir particulièrement, je vais noter 5 grands axes. Premièrement, je crois qu'on va parler des facteurs liés aux études. Lorsqu'on parle de facteurs liés aux études, on se réfère à la pression académique, les examens tels que Ayman le disait tout à l'heure, l'attente des performances. Parfois, on a la pression puisqu'on doit être assez performant pour justifier notre présence à l'école, ce qui nous met sous pression. Et à un moment donné, si on n'arrive pas à avoir le juste équilibre, on va perdre les pédales. Aussi, on peut parler des devoirs, les devoirs qui, je dirais, sont vraiment intenses. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre et avoir un certain équilibre pour pouvoir manager tout ça. Nous avons la charge excessive de travail à travers le cumul de cours, parce que lorsqu'un étudiant a pris du retard sur ses cours, à un moment donné, il se met sous pression et à ce moment-là, il peut facilement déraper. Et voilà. Aussi, on peut parler des projets, parce que les projets d'études, on en a assez. Et toujours, ça relève dans le cas du management de ses émotions. Si on ne fait pas attention, on risque de ressentir les signaux d'alerte tels que décrits par Urbain tout à l'heure. Voilà. Le manque de reconnaissance pédagogique aussi, ça peut être aussi l'un des facteurs liés aux études. Maintenant, sur le deuxième axe, je crois qu'ici, on va relever les facteurs financiers. Je crois que les facteurs financiers, c'est l'un des points importants à ce niveau. Pourquoi? Parce que les difficultés économiques peuvent avoir des conséquences néfastes, telles que les problèmes de logement, les problèmes de nutrition, les frais de scolarité. Un étudiant qui n'est pas en mesure de se l'offrir facilement peut se voir affecté de plusieurs manières et cela peut dégrader sa santé mentale. Aussi, je crois qu'on peut parler des obligations de travailler en parallèle avec les études, manager études et boulot. Ouais, j'imagine ça peut être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et à ce niveau, si l'étudiant ne trouve pas le juste équilibre, une fois de plus, euh, il va commencer à s'isoler, il va se sentir sous pression, et puis cela risque de dégrader sa santé mentale. Le troisième axe que je vais aborder ce soir, ce sont les facteurs personnels et émotionnels. Dans facteurs personnels et émotionnels, je vais souligner, comme l'a dit Urbain, je vais souligner l'éloignement de la famille, l'isolement social. Comme Ayman l'a si bien dit tout à l'heure, pour la plupart des étudiants parmi nous qui ont immigré, beaucoup ici n'ont pas leur famille, ce qui fait qu'ils peuvent se sentir à un moment donné un peu seuls. Et puis la solitude les pousse à s'isoler davantage et ce qui pourrait ne pas être bien pour leur santé mentale. Alors, je pourrais aussi parler des événements de vie difficiles tels que les deuils, les ruptures, les conflits familiaux. Voilà. Aussi, les responsabilités familiales, oui, être parent et étudiant en même temps. Ah, j'imagine pour certains, ça peut pas être toujours une situation facile à gérer, puisque à la fois on a la pression des performances à l'école, en même temps on a la pression des responsabilités familiales. Une fois de plus, je dirais qu'il faut tout faire pour maintenir le juste équilibre. Le quatrième axe que nous allons aborder ce soir à ce sujet, je crois que ce sont les facteurs liés à la santé. Lorsqu'on parle de facteurs liés à la santé, on parle du manque de sommeil ou bien encore une mauvaise hygiène de vie.
Aussi, on peut parler des problèmes de santé physique ou mentale, négligés ou non pris en charge. Et je crois que nous allons conclure avec le cinquième axe. Le cinquième axe ici sont les facteurs environnementaux. Lorsqu'on parle de facteurs environnementaux ici, on fait référence au changement de pays, tel que je l'ai évoqué précédemment, de la discrimination et du harcèlement, quelle que soit la forme. Donc, Madame Machekam, je pense que c'est ma contribution que je peux apporter par rapport aux facteurs, par rapport à ces différents facteurs. Merci. Merci. Effectivement, des facteurs, conciliation, travail, études, vie de famille, études. Et je retiens particulièrement le facteur du climat parce que c'est pas facile pour moi qui étais habituée au soleil. Pendant la période d'hiver, quand c'est tout gris, ça influence sur le mood. Et forcément, c'est pas facile à gérer. Et les émotions, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on ne voit pas? Donc, merci beaucoup, Nelly. Mais maintenant, cependant, on a tout ça qui nous font nous sentir dépassés, qui ne nous donnent plus envie de voir des personnes. Parce que moi, je me rappelle, il y a une période de ma vie où pendant les études, j'étais tellement acculée que je n'arrivais pas à dormir. Je n'avais envie de voir personne. Mais maintenant, est-ce que c'est facile? Est-ce que vous trouvez que c'est facile d'en parler avec d'autres personnes? Est-ce que vous trouvez que c'est facile de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir parler de ce qui nous dérange, ou bien de ces événements-là, comme on l'a bien cité? Je ne sais pas, Sophie. Oui, merci Maëlys. Mais franchement, non. On a souvent peur d'être jugé ou de paraître faible, mais en réalité, parler, être vraiment, ça permet de relâcher la pression et de se sentir compris. Et tu sais, comme il y a extrêmement beaucoup de gens qui utilisent la thérapie et ça marche parce que dès que quelqu'un va avoir un problème, ils vont aller vouloir consulter. Et ça a aidé énormément de personnes parce que c'est sûr qu'à un moment donné, s'il se passe quelque chose dans ta vie ou tu as de la pression ou n'importe quoi, tu vas avoir une boule ici. Et la boule, si tu la retiens trop, elle va exploser, pas dans une très bonne façon. Mais si tu en parles, je pense que ça va vraiment apporter une grande aide à ça. Et oui, je pense que c'est une très bonne chose. D'accord, merci. Justement, je pense que parler jugement, les jugements, tout le monde évite les jugements. Les jugements, c'est la maladie euh, parmi la race humaine. C'est pas assez, je dirais, abstrait. C'est très, très visible et beaucoup ont peur d'être jugés. Beaucoup ont peur parce que d'autres trouvent, par exemple, le fait d'avoir peut-être un travail et les études concilier en même temps comme normal, d'autres pas. Et d'autres jugent et d'autres jugent ou traitent les autres de faibles. C'est pas une faiblesse. Je sais que j'aimerais qu'on comprenne que c'est pas une faiblesse, justement, et que les autres puissent vraiment trouver la force d'en parler. Parler, c'est pas facile, mais je pense que trouver la force d'en parler, c'est assez important. Mais maintenant, je pense que il faudrait encourager les étudiants à parler plus facilement de ce qu'ils ressentent, parler de ce qu'ils ressentent, normaliser des discussions comme on le fait entre nous maintenant ici. C'est assez important de savoir que oui, je ne traverse pas ça seule, savoir qu'il y a des oreilles pour nous écouter. De toutes les façons, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et maintenant, parlons de ces signaux d'alerte. On a énuméré les signaux d'alerte et on a vu que c'était pas vraiment facile d'en parler, on va le dire. Qu'est-ce que on peut faire lorsqu'on remarque les signaux d'alerte ou les signes chez nous ou bien chez quelqu'un, chez un ami, chez un camarade de classe?
qu'est-ce qu'on peut faire, Ayman? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour moi, si on remarque c'est chez ses choix ou bien c'est un ami comme la baisse de motivation, comme le stress constant, l'isolement, les troubles de sommeil, etc. Donc, pour moi, comme je l'avais dit, après, c'est que quand on est étudiant, on sort du nid familial. Donc, on est là et on doit créer une nouvelle structure. Par exemple, quand on vivait avec nos parents, on avait le petit déjeuner à ce temps, le dîner à ce temps, le déjeuner à ce temps. On avait une structure de notre journée dès qu'on était petit et on a fini le lycée. Et maintenant, on est entre indépendants et on est sorti du nid familial. Donc, pour moi, pour limiter ces signes, c'est premièrement créer une structure pour sa journée. Donc, c'est ce que je fais. Je me réveille à tel et tel temps, je mange à tel ou tel temps, je mange ça, c'est structuré. Donc, il y a moins de stress parce que quand on est nouveau, on finit les cours à 16 heures et on stresse sur quoi manger. On ne sait même pas c'est quoi on va manger. C'est une source de stress. Est-ce qu'on va faire ça? J'ai fait ça hier. Est-ce que je vais refaire la même chose? Donc, ces choses c'est pour moi, premièrement, en tant qu'étudiant, tu viens de sortir du nid familial. La meilleure des choses que tu puisses faire, c'est avoir une structure de ta journée, avoir une routine. Ça, c'est la première chose. Donc après, c'est bien sûr, il y a des signes, même s'il y a une routine, on est des humains. Le stress de la vie, ça nous encombre. Donc, parfois, il faut encourager les personnes à consulter premièrement les services de soutien psychologique qui sont généralement disponibles dans plusieurs établissements, tels l'université, l'école, ou encore s'il y a la possibilité de voir un médecin. Bien sûr, chacun a ses ressources. Donc, mais ces ressources, soit de parler à des professionnels de santé, soit voir un médecin, ça, c'est des ressources qui existent. Il faut savoir que c'est pas, ne pas avoir honte de les utiliser. Donc, et parfois, peut-être qu'on a besoin juste de parler à quelqu'un. Mais quand on est étudiant, on est nouveau, même si on n'est pas étranger, on ne connaît pas les gens. On ne va pas s'amuser à raconter notre vie personnelle à des gens qu'on connaît. Donc déjà ça, parfois ça nous laisse se sentir un peu seul. Mais non, il faut faire confiance aux gens et juste parler aux gens, c'est vraiment très simple. Et comme Maïlis a dit, c'est cette force, c'est avoir cette force de parler, de vouloir parler et ne pas avoir honte. Et pour aider les gens, il faut juste les écouter sans jugement, montrer qu'on s'intéresse vraiment à leurs problèmes et partager honnêtement nos expériences personnelles avec eux. Et peut-être que aider, c'est aussi simple que dire, je suis là pour toi si tu as besoin de quelque chose. C'est parfois aussi simple que ça. Donc, et oui, quand ça concerne vous-même, c'est prendre le temps de faire des pauses et pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et voilà. Merci beaucoup, Ayman. J'ai retenu quelque chose, c'est le plus important, c'est de parler. Waouh, parler, parler, parler. Oui, Nelly, apparemment, tu veux rajouter un petit quelque chose. Non, pas grand-chose. En fait, je me joins à Ayman juste pour notifier qu'effectivement, il existe plusieurs ressources d'écoute, plusieurs ressources qui sont accessibles pour les étudiants postsecondaires. Voilà, je crois que parmi ces ressources, on a les lignes d'écoute et services d'urgence, tels que Good to Talk. Allô, j'écoute. C'est un service bilingue en français et en anglais, gratuit et confidentiel, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, c'est un service qui est basé en Ontario. Voilà, nous avons aussi les services dans les établissements postscolaires. Nous allons commencer par la boussole. La boussole qui est là pour écouter, accompagner les étudiants de la cité. Un coucou à la boussole. Voilà. Nous avons les services des établissements scolaires tels que l'Université d'Ottawa, où il y a un centre de santé et de mieux-être étudiant. Il offre des séances de psychothérapie, des groupes de soutien et des consultations individuelles. Voilà. Nous avons aussi à l'Université Saint-Paul des services de counseling gratuits, confidentiels et bilingues, avec un accès au centre de santé et de mieux-être étudiant de l'Université d'Ottawa.
À l'UOF, l'Université de l'Ontario française, nous avons aussi des séances individuelles avec un psychologue, des ateliers de groupe sur le stress et la mémoire. Je crois que il y a le 2-1-1. J'ai failli oublier le 2-1-1 qui est toujours là à l'écoute. À travers le 2-1-1, on peut avoir le répertoire des services communautaires de santé. Voilà. Nous avons plusieurs que nous nous serons tous énumérés, mais je crois qu'à la fin de notre podcast, on pourra faire un petit branding pour que nos téléspectateurs puissent prendre connaissance en profondeur des ressources qui sont disponibles et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont beaucoup de ressources à leur disposition. Il faut toujours parler, il ne faut pas avoir peur de parler. C'est pas une honte de se sentir parfois acculé. C'est très important aussi pour nous d'écouter les autres. Comme Ayman l'a si bien dit, apprenons à écouter les autres sans aucune forme de jugement. Parce que parfois, quelqu'un qui s'isole a juste besoin d'une oreille attentive, a juste besoin de sentir un peu de considération, d'écoute, d'accompagnement. Donc, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Merci. Merci. Alors, comme vous pouvez le constater, parler est le plus important, ne pas rester seul. Et vous voyez, il y a tellement de ressources. C'est vrai qu'on n'a pas, on a vraiment pas idée qu'il y a tellement de ressources pareilles pour pouvoir accompagner les étudiants dans leur bien-être mental. Mais à partir d'aujourd'hui, vous savez qu'il y a tellement des ressources. Bien aussi dans les établissements, on a cité celui de la cité collégiale, la Boussole, Ottawa, Saint-Paul, l'Université Saint-Paul. Franchement, parler, parler, parler. Et pour ceux qui sont autour de nous, nous qui sommes tout le temps entourés, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, un simple ça va. Je pense que c'est comme un déclenchateur, c'est comme un déclencheur de discussion qui pourra aider à faire à se sentir mieux et à faire en sorte que les autres se sentent mieux. J'ai vraiment aimé. Mais maintenant, c'est vrai, on connaît, il y a ces ressources-là, c'est accessible. Bon, c'est accessible pour certains parce que oui, avoir accès à un clinicien vraiment du domaine, on est tous des étudiants étrangers ici, entre autres, même pour ceux qui ne sont pas étudiants étrangers, avoir accès à des soins cliniques, c'est pas une mince affaire dans ce pays. Donc, avoir des ressources comme ceux-là qui sont disponibles, c'est vraiment à encourager à les utiliser au mieux pour le bien-être, même post-diplôme. Mais maintenant que nous connaissons ces ressources et ces services qui sont accessibles avec les lignes vertes et autres, euh, comment est-ce qu'on pourrait comme améliorer, si je pourrais dire ainsi, améliorer la prise en charge de la santé mentale dans notre milieu, comme peut-être étudiantin ou je sais pas, peut-être, je sais pas. Oui, comment est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer cette prise en charge urbaine si je vais titiller un peu? Merci, Maëlys. La question d'amélioration de la santé mentale, c'est une question, elle est cruciale et cruciale, d'autant plus cruciale que ce sont nos amis qui en souffrent, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, parfois même, sans vous mentir, ce sont même nos enfants. Donc, l'amélioration de ces pathologies-là, excusez du terme, je préfère utiliser pathologie parce que faut le dire tel que c'est là. Ce sont des pathologies que nous négligeons toujours, mais pour corriger cela, je pense que nous devons faire l'effort de mieux socialiser nos enfants. Nous devons mieux être proches d'eux. Quand je dis mieux être davantage proche d'eux, pourquoi ça renvoie à faire quoi? Intensifier la prise en charge dans le domaine de la santé mentale. C'est très important, notamment dans les écoles.
C'est, par exemple, si je prends le cas de notre boussole qui peut dire, qui ne ménage pas d'efforts dans ce domaine-là. Ils encadrent parfaitement les étudiants dans ce sens-là. Mais je pense qu'ils pouvaient également intensifier un peu ce travail-là. À côté de ça, il y a le facteur anticipation. On doit anticiper parce qu'il faudrait pas quand même, faudrait pas quand même que nous passions le temps à soigner la blessure. Il faut qu'on fasse l'effort on fasse l'effort de jouer sur la prévention. La prévention ici passe par des activités périscolaires, passe par on peut dire la pratique du sport, les rencontres. euh, bon, parlant même de sport, quand je dis le sport, c'est pas n'importe quel sport. Parce que vous avez des trucs comme le yoga, qui est très relaxant. Vous avez les trucs comme la natation, qui joue effectivement énormément, qui a un apport considérable dans la santé mentale. Et le cadre familial, s'il vous plaît, le cadre familial est plus qu'important. Quand je parle ici de cadre familial, c'est la petite cellule. C'est la petite cellule parce que tout vient de là. La pression que nous mettons, par exemple, sur nos enfants, la pression que nous mettons sur nos petits frères et autres lorsque eux, ils atteignent un certain niveau d'école, cette pression-là contribue également à les mettre, à créer cette pathologie-là au sein de leur système. Et pour finir, il y a Ayman qui parlait tout à l'heure, il a évoqué le problème de processus, il a parlé d'organisation. L'organisation, là aussi, il ne faudrait pas qu'on néglige. L'étudiant, dans le milieu scolaire, le milieu étudiantin, l'étudiant doit être capable de planifier son travail, organiser ses tâches. Ça, c'est plus que capital. Si on accumule des tâches à faire et que le moment venu, on est submergé, automatiquement, on ne pourra pas faire face à cette situation-là. Voilà à peu près quelques petits éléments de solutions que je peux apporter comme solution directe à ces différentes pathologies liées à la santé mentale. Merci beaucoup, Urbain. Juste, Merci. Merci beaucoup. Rendre plus accessible ou plus visible ou bien améliorer, ça passe par la prévention. Ayman, oui. je veux juste ajouter quelque chose à ce que disait Urbain. Euh, c'est quelque chose que, en fait, c'est normal de voir des étudiants qui souffrent et avec leur santé mentale. Donc, surtout que nous, les nouveaux étudiants, on évolue dans un contexte qui est sûrement incertain. On se prépare pour des jobs qui peut-être n'existeraient pas dans 5 ans. Donc, on vit dans un stress, le futur n'est plus sûr qu'avant. Avant, dans la vie de nos parents, c'était plus ou moins sûr. Maintenant, on se prépare pour des domaines qui seront plus performants avec l'intelligence artificielle qu'avec des gens. Donc, les gens, c'est comme si les étudiants ont commencé à sentir ça, que notre travail à l'école, c'est plus important. Parce que peut-être ce qu'on lit maintenant, ce qu'on utilise maintenant, on ne sera pas embauché pour ça. Ces jobs ne seront plus là. Être ingénieur, c'est d'ancienne histoire, peut-être dans 10 ans. Donc, c'est quelqu'un qui vient de finir le lycée, il est en université. Qu'est-ce qu'il va étudier? Si tout le temps on écoute des nouvelles technologies qui sortent, il y a le quantum computing, il y a l'intelligence artificielle, il y a toujours de nouvelles choses et qui donnent un monde très incertain pour l'étudiant. Et là, l'école et le professeur doivent faire le travail pour au moins mettre une petite mise à jour au cours et peut-être donner plus de positivité aux étudiants. Le futur n'est pas aussi vide que l'on pense. Donc, c'est ça ce que je voulais ajouter, en fait. D'accord. De toutes les façons, je comprends très bien et je comprends que
la manière d'améliorer cette d'améliorer la prise en charge de la santé mentale, c'est la prévention, c'est-à-dire sensibilité. C'est la raison pour laquelle nous existons aujourd'hui. Nous avons cette préoccupation pour sensibiliser davantage, pour créer cet espace de parole. On espère que dans les éditions prochaines, on pourra avoir, par exemple, d'autres personnes qui pourraient pouvoir nous rejoindre et parler, faire part de leurs expériences, de leurs problèmes, pourquoi pas avec la présence d'un expert, d'un clinicien en santé mentale pour pouvoir intégrer le bien-être dans leur programme. La santé mentale, en tant que nous étudiants, est un pilier pour la réussite, pas une préoccupation ou un sujet encore moins secondaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Et je voudrais vous dire merci à tous, à toutes pour toutes vos réflexions, pour vos partages et surtout pour votre authenticité. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste, mais au contraire, c'est une façon d'être plus disponible pour les autres et être plus concentré et plus serein en tant qu'étudiant. On a besoin de concentration et de sérénité. Et j'espère juste que cette discussion permettra à vos auditeurs, vos téléspectateurs à voir la santé mentale autrement, pas comme un sujet lointain, mais comme une réalité qui nous concerne tous en tant qu'étudiants. Et si un jour vous sentez que le stress devient trop lourd, que la fatigue ou la tristesse s'installe, parlez-en à un ami, à un prof, à un proche ou à un professionnel, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour nous écouter. Et souvenez-vous, demander de l'aide, c'est un signe de courage. Écouter quelqu'un, c'est lui tendre la main. Merci encore à chacun pour votre présence et votre bienveillance. Ensemble, on arrive vers une communauté étudiante plus humaine, plus attentive et plus en santé. Sur ce, on va se quitter et on se dit à très vite et à très bientôt. Par chance ou bien par la grâce de Dieu encore, on aura un expert, un clinicien et on vous invite à nous laisser vos commentaires, à nous laisser vos préoccupations pour qu'on sache comment est-ce qu'on pourra vous aider, pour que le professionnel qui arrivera et qui nous prêtera son oreille sache comment nous diriger et comment nous éclairer. Sur ce, on se dit à très vite et à bientôt!